Laurent Villanova. Bonjour Jean-Philippe Denis. Laurent Villanova, vous êtes professeur des universités, professeur de finance, Université Lyon 2, laboratoire Coactis. J'ai envie de discuter avec vous, Laurent Villanova. En stratégie, en finance, on tourne autour d'un même sujet qui est l'investissement, évidemment, et on a beaucoup de débats autour notamment du moment où ça vire au scandale. Voilà, quand il y a un scandale, on cherche les antécédents du scandale, et parmi ces antécédents, souvent on pointe l'hubris managériale. En finance, on est plutôt à travailler sur la surconfiance. Alors si on fait un petit point sur ces questions-là, c'est-à-dire le moment où ça part un peu en vrille, mais bizarrement, si c'est parti en vrille, c'est peut-être parce que ça a réussi dans le passé. Oui, alors, bon, effectivement, en finance, le point de vue en tout cas qu'on a en général sur la surconfiance, c'est que la surconfiance, c'est un biais cognitif, en fait. Donc on surestime sa propre qualité ou sa propre compétence, ou on surestime la qualité de ses projets, par exemple. Et donc, dans ce cadre-là, quand on parle de surestimer, c'est par rapport à un regard extérieur qui, en réalité, n'existe pas, puisque la qualité des projets, ça concerne le futur. Donc sur un regard extérieur qui serait purement objectif. Et donc, c'est l'écart entre la subjectivité, par exemple, du dirigeant et une objectivité d'un Deus ex machina qui constituerait la surconfiance. Et donc, on considère que cette surconfiance aurait effectivement des effets négatifs parce que ça conduirait à surestimer les cash flows, je parle comme un financier, les cash flows futurs par exemple, et à sélectionner, alors si vraiment je suis un financier, des projets à vanne négative, des projets non rentables, en croyant sincèrement, puisque dans cette idée de surconfiance, il n'y a pas d'idée à la base de tromperie, c'est en croyant sincèrement qu'on sélectionne des bons projets. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de travaux qui expliquent comme ça la mauvaise performance, on va dire, d'opérations de fusion et acquisition. Et il y a pas mal de travaux qui montrent qu'effectivement, les dirigeants ont souvent tendance à faire trop de croissance externe, finalement, ou en tout cas à enclencher trop de fusion-acquisition, et en plus à les payer trop cher. Voilà. Donc ça, c'est le point de vue de la finance classique et de la finance comportementale, on va dire majoritaire. Majoritaire. Là, il y a un vrai paradoxe, parce que quand on est en stratégie, généralement, on célèbre la vision stratégique, ce leader fondateur ce qui présuppose une forme de surconfiance. Alors ça, c'est un débat, oui, effectivement, puisque, par exemple, un des arguments, notamment dans la littérature en entrepreneuriat, je vais même aller vers encore autre chose, c'est l'idée que si on est objectif et si on calcule réellement ses chances de manière objective lorsqu'on crée une entreprise, on ne devrait pas le faire, parce que c'est un projet à vanne négative, en fait. Et donc, notamment, des jeunes ingénieurs feraient mieux d'aller travailler dans une grande entreprise plutôt que d'essayer de créer une start-up si on raisonne d'un point de vue purement objectif et financier. Et donc, par exemple, en entrepreneuriat, une des explications, c'est qu'il faut être surconfiant, il faut surestimer ses chances pour rentrer dans l'entrepreneuriat. Et donc, ça veut dire qu'au niveau individuel, ça peut être négatif pour celui qui le fait, on va dire. Mais au niveau collectif, on a intérêt à ce qu'il y ait des surconfiants dans la population, justement pour qu'il y ait ces créations d'entreprises. C'est absolument passionnant. Et puis alors, deuxième point pour conclure ce débat, en gouvernance, en revanche, il y a un point, c'est quand la surconfiance vire à l'hubris, et même peut virer à la fraude. C'est-à-dire là, on commence à manipuler de l'information, etc. Et là, c'est un des grands sujets en finance d'entreprise, ça. Oui, alors c'est un grand sujet, oui, c'est un sujet très compliqué en fait, parce qu'on se rend compte qu'en fait tous les mécanismes qui existent sont ciblés, on va dire, pour des individus qui sont purement rationnels. Donc en fait, cette idée me fait penser par exemple aux modes de rémunération, en fait. Et notamment des modes de rémunération qui indicent le salaire ou la rémunération sur la performance. On a théoriquement au départ, on a l'idée que, par exemple, dans le cadre d'un menu, c'est-à-dire si un salarié a le choix, celui qui pense être
compétent va choisir une rémunération variable et celui qui pense de l'être moins peut-être va choisir une rémunération fixe. Donc ça, c'est des modèles qui existent en finance, hein, notamment sur les choix de rémunération des salariés ou même des dirigeants. On se rend compte en fait que si vous avez des cadres à haut potentiel ou des gens qui accèdent au statut de dirigeant qui sont surconfiants, ils vont tous choisir le même contrat, quel que soit leur niveau de compétence. Et donc, cet outil, finalement, du système de rémunération n'est plus efficace et détruit donc, les mécanismes de gouvernance classiques. Et effectivement, sur la fraude, on l'a aussi constaté, on peut manipuler, par exemple, si on a des stock options, on peut essayer de frauder, manipuler les cours, etc. Et donc c'est un enjeu compliqué, mais un enjeu réel pour la gouvernance. En tout cas, sortir d'une vision strictement objective pour appréhender ces problèmes de gestion. Pour Exactement. faire simple. Merci Laurent Villanova. Merci Jean-Philippe.